On de Latte raconte. Christophe Ondelatte. Je vais vous raconter l'histoire d'un personnage totalement romanesque du début du XXe siècle. Marguerite Stenel. En 1908, elle a été accusée d'avoir tué son mari et sa mère. Et l'enquête n'est pas passée inaperçue car la dame était célèbre, pour des raisons assez délicieuses que je garde pour mon récit. Pour débriefer cette histoire, je ferai appel au juge Gilbert Thiel, grand juge d'instruction, qui publie aux éditions Robert Laffont « Faites entrer l'acquitté », un livre qui évoque entre autres cette affaire. J'ai écrit cette histoire avec Okis, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. La scène se déroule le dimanche 31 mai 1908, au petit jour, dans un bel hôtel particulier du 15e arrondissement de Paris. Ici vivent le peintre Adolphe Stenel et son épouse Marguerite. Il est 6 heures du matin et Rémi le valet est en train de préparer le petit déjeuner. Et là, il entend des gémissements. Des râles qui semblent venir de la chambre de Marthe, la petite fille de la famille. Alors il accourt, il pousse la porte et il découvre un spectacle ahurissant. Sa patronne, Madame Stenel, est là dans le lit de sa fille. Elle a la chemise de nuit remontée sur le visage, les couvertures descendues jusqu'aux genoux, les pieds attachés au montant du lit, les mains attachées elle aussi derrière la nuque et une corde autour du cou. Madame Stenel montre du regard la chambre d'à côté, celle qu'occupe sa mère, Madame Japy, arrivée la veille pour les vacances. Rémi s'y précipite. Il trouve la mère étendue sur son lit, le visage violacé. Et elle aussi a une corde autour du cou. Et elle est morte. Alors Rémi fonce dans la chambre de son patron, Monsieur Stenel. Il entre, il bute sur un corps allongé sur le sol, mort, en chemise et en caleçon. Une cordelette fait 2 fois le tour de son cou. Rémi retourne tout de suite voir sa patronne pour lui annoncer la terrible nouvelle. « Madame, votre mère a été tuée. Et votre mari aussi. » Et là, elle s'évanouit, façon cinéma. Alors que dans la vraie vie, les gens ne s'évanouissent pas. Bref. Et c'est là que Rémi décide de la détacher. Et ça n'est pas bien difficile. Les nœuds sont très peu serrés. Et après, il appelle la police. Arrive le commissaire Amar, avec un inspecteur et 4 brigadiers. Le commissaire, bien sûr, veut voir la survivante tout de suite, Madame Stenel. Entre 2 spasmes, voilà ce qu'elle raconte. Il était minuit, environ. Je me suis réveillé. On braquait une lanterne sur mon visage. Ils étaient 4. 3 barbus, habillés tout en noir, et une dame rousse, avec la bouche, comment dire, on aurait dit un trou d'égout. Ils m'ont demandé où mon père cachait l'argent. Ils voulaient sans doute parler de mon mari. Je pense qu'ils m'ont pris pour la fille de la maison. Elle dit que la femme l'a menacée et que l'un des barbus lui a dit d'arrêter parce qu'il ne tuait pas les mômes. Ça se confirme. Ils l'ont prise pour la fille de la maison. Elle raconte qu'après, l'un des hommes lui a donné un coup de poing et qu'elle a perdu connaissance. Je n'ai retrouvé mes esprits que quand notre valet Rémi est venu me libérer. Voilà, monsieur le commissaire. Je ne sais rien de plus. Ah oui, tout de même, il faut que je vous dise. L'un des hommes ressemblait assez fort à un modèle auquel mon mari fait appel pour ses peintures. Enfin, faisait appel. Il était peintre, vous savez. Juste après, le commissaire interroge Rémi,
le valet. Il raconte que la veille, les époux Stenel et Madame Japy, la mère de Madame, ont dîné vers 7h30. La fille unique des Stenel n'était pas là. Elle était dans leur maison de campagne à Bellevue, près de Meudon. Et d'ailleurs, tout le monde devait les rejoindre là-bas dès le lendemain. Il dit qu'après le dîner, les Stenel ont gagné leur chambre et que Madame Stenel a préféré dormir dans la chambre de sa fille Marthe pour laisser son lit à sa mère parce qu'il est plus confortable. Je dois vous dire que d'entrée, le commissaire ne croit pas trop au scénario de cette agression. D'abord, il n'y a pas de traces d'effraction. Il n'y a pas non plus de traces de pas ou de boue dans le salon alors qu'il pleuvait. Et puis la villa n'a pas été fouillée. Il ne manque aucun objet de valeur. Elle dit qu'on lui a volé 6 000 francs qu'elle avait retirés la veille. Mais rien n'est sûr. Et puis il y a autre chose qui chagrine le commissaire. Une confidence du valet, Rémi. Quand j'ai défait les liens qui maintenaient Mme Stenel attachée au lit, j'ai remarqué qu'ils n'étaient pas serrés du tout. Ils étaient même un peu lâches. Autrement dit, elle aurait très bien pu s'attacher et se détacher elle-même, toute seule. Et puis cette histoire de « on ne tue pas les mômes » n'est pas très claire non plus. Elle dit que c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas tuée, parce qu'ils l'ont prise pour sa fille. Enfin, elle a 38 ans. On voit très bien que ça n'est pas une adolescente. Quoi qu'il en soit, c'est une grosse affaire. Car les Stenel, tout le monde les connaît à Paris. Lui était artiste peintre, un peu en vue. Il a notamment peint pour le palais de l'Élysée. Il passait ses journées entières enfermé dans son atelier du 2e étage. Et vous devez savoir qu'on le soupçonnait d'être de la jaquette, car il ne peignait jamais de femmes, uniquement des hommes. Mais c'est surtout elle, Marguerite, qui est célèbre. Et vous savez pourquoi ? Elle a été la maîtresse du président de la République, Félix Faure, figurez-vous. Et il est mort dans ses bras. Enfin, pour dire la vérité, il est mort la bistouquette dans sa bouche. Il a fait une attaque cérébrale alors qu'elle était en train de lui faire une turlute. Et ça n'est pas un secret, hein. Tout le monde est au courant. Et ça lui vaut un petit nom qui fait bien rire sous le manteau. On l'appelle la pompe funèbre. C'était il y a 8 ans. Alors retrouver la pompe funèbre dans cette affaire de meurtre, forcément, le commissaire, ça le titille. Un juge d'instruction a été nommé. Le juge l'était. Il veut réentendre Madame Stenel. Et ce qui est intéressant, c'est que 2 heures après son récit au policier, elle ne raconte pas tout à fait la même histoire, la diablesse, comme si la mémoire lui revenait petit à petit. Elle dit maintenant que l'un des barbus lui a tordu le poignet, et que maintenant elle se souvient, il avait des cheveux longs et un accent étranger. C'est fou quand même, la mémoire, en 2 heures. La presse, évidemment, s'emballe pour cette affaire. La pompe funèbre au cœur d'une affaire de meurtre. Ça fait vendre du papier. Et les journaux se posent les mêmes questions que le juge et le commissaire. Pourquoi les liens de Madame Stenel n'étaient-ils pas serrés ? Pourquoi les ravisseurs ont-ils pris cette femme de 38 ans pour une enfant ? Pourquoi les assassins ont-ils épargné Madame Stenel après avoir tué sa mère et son mari? Et comment expliquer l'absence d'effraction et de traces de boue dans la maison, si ce n'est par la complicité de Madame Stenel? Deux jours après le crime, on fait une autopsie des corps de la mère et du mari. Un oral concernant M. Stenel, je vous confirme qu'il a été étranglé, avec les mains.
Et on peut s'imaginer qu'il s'est débattu en raison de ces traces que vous voyez ici, vous voyez sur ses bras. Et sa belle-mère, alors? Mme Japy? Elle a été étranglée, elle aussi? Non. Non, nous pensons qu'elle est morte asphyxiée par l'énorme boule de coton qu'on a retrouvée enfoncée dans sa bouche. Dans les deux cas, les cordes qu'on avait mis autour de leur cou ne sont que des mises en scène. Je vous l'ai dit, à ce stade, le juge a Marguerite Stenel dans le viseur. Il n'est pas du tout convaincu par ses explications et il est agacé par ses changements permanents de version. Mais pour l'instant, il ne l'inculpe pas. Et la presse s'en étonne. Elle est protégée, forcément. Il y a même des journaux pour soupçonner que le juge est son amant. Car ça, je ne vous l'ai pas dit. Marguerite n'a pas couché qu'avec le président Félix Faure. Elle a toute une foultitude d'amants. Les journaux prétendent qu'elle les recrute dans le métropolitain, qu'elle commence par capter leur regard, qu'ensuite, elle s'évanouit, et que là, l'heureux élu vole à son secours, et puis qu'elle lui demande de la raccompagner chez elle. Et qu'en général, il se revoit le lendemain pour consommer dans la maison de campagne de Marguerite à Meudon. C'est ce que racontent les journaux. Moi, j'en sais rien. Il y en a même qui prétendent qu'elle a un enfant naturel, un gosse qu'elle aurait eu avant d'être mariée. Et de là, ils échafaudent l'hypothèse que l'enfant devenu adulte serait revenu la nuit du crime lui soutirer de l'argent. Bref, dans la presse, ça délire sec. À ce stade, le juge n'a pas inculpé Marguerite. Mais est-ce que pour autant il la protège? Pas sûr. Pour l'instant, il lui manque trop d'éléments. Il lui manque tout simplement un mobile. Enfin, qu'est-ce qu'elle gagne dans ce double assassinat? L'héritage de sa mère? Elle devra le partager avec un frère et 2 sœurs. Mais il ne lui restera pas grand-chose. Se débarrasser de son mari pour en épouser un autre? C'est possible. Mais tout le monde dit qu'ils avaient trouvé un terrain d'entente. Il l'a laissé prendre autant d'amants qu'elle le voulait. Et ces derniers amants n'avaient aucune intention de l'épouser. Et donc en l'état, il n'y a pas de mobile. Et c'est bien embêtant. Il y a un épisode qui pourrait lui coûter très cher à Marguerite. Au début, elle a dit que la nuit du meurtre, on ne lui avait rien volé. Mais là-dessus aussi, elle a changé d'avis. Je m'aperçois qu'on m'a volé une 12aine de bijoux. Très bien, très bien. Pouvez-vous en dresser la liste? Oui, bien sûr. Et cette liste, les policiers l'envoient à tous les revendeurs de bijoux. Et un bijoutier reconnaît dans la liste des bijoux que Madame Stenel elle-même lui a donné à transformer. Alors il prévient la police. Ah, elle est désolée. Elle s'est trompée, là. La confusion, sans doute, après ce qu'elle vient de vivre, la mort de sa maman et celle de son mari. On ne peut pas lui en vouloir. D'autant qu'elle est la première à se battre pour que l'enquête avance. Elle fait publier une lettre dans l'Écho de Paris, dans laquelle elle regrette la lenteur de l'enquête. Et dans la foulée, elle se constitue partie civile. Oui, monsieur, elle n'est plus suspecte, elle est victime. C'est à ce moment-là que les policiers dénichent un bonhomme, un certain monsieur Burlingham, dont le seul tort est d'être barbu, d'avoir loué 3 redingotes noires et d'avoir une amie rouge. On montre à Madame Stenel une photo de lui. « Oh, je le reconnais, c'est lui. Il était là. C'est l'un des 3 agresseurs. » Sauf que le monsieur peut prouver qu'il était à Dijon ce soir-là. Pas de peau. Et son ami Rouquine était à Londres.
Vraiment pas de peau. Le mois suivant, Madame Stenel tient un nouveau coupable. Son valet de chambre, Rémy. Oh, mais j'ai trouvé dans son porte-monnaie une perle qui vient de mes bijoux volés. C'est incroyable. Enfin, on n'est plus servi, ma bonne dame. Elle le dénonce. Il est arrêté, interrogé. Il ne comprend pas. Il ne l'a jamais vue, cette perle. Mais peu importe, on l'envoie en prison. Il en sort au bout de 5 jours. Ah bah tant pis. Maintenant, elle accuse le fils de sa cuisinière. Lui aussi file en prison. Elle ne cherche qu'à gagner du temps. Mais l'étau se resserre, Madame Stenel. L'étau se resserre. Elle a tout essayé, tout tenté, et tellement menti depuis le début de cette enquête que ça ne pouvait pas durer. Un matin, Marguerite Stenel est arrêtée et incarcérée à la prison de Saint-Lazare. Rassurez-vous, elle bénéficie d'un traitement de faveur, car il semble que le directeur ait du béguin pour elle. Entre-temps, un nouveau juge est nommé. Le juge André succède au juge Lété. Et ça change tout. Parce qu'André n'est pas un mondain. Il ne va pas dans les salons. Il n'a rien ni personne à protéger. Alors, il la renvoie devant la cour d'assises. Le procès de la Veuve Rouge s'ouvre le 3 novembre 1909. Il est prévu qu'il dure 13 jours. Et pour l'époque, je vous le dis, c'est beaucoup. On doit entendre 150 témoins. Mais il y a un petit problème. Oh, 3 fois rien. Hein. Le juge de Vallès qui préside a fréquenté les salons de Madame Stenel. Et l'avocat général Trouard-Riol aussi. Ils la connaissent. C'est une amie. Et la presse en fait ses choux gras. Ça commence bien. Il n'y a que 70 places dans la salle, et à la demande du président, le public a été trié sur le volet. Je ne veux pas dans l'enceinte de la cour d'assises une ambiance de café-concert où on débouche des bouteilles et où on commente les débats à voix haute. Je n'en veux pas. Débrouillez-vous pour que nous ayons un public de qualité. Bien entendu, monsieur le président. Et donc le procès commence. Et la voilà qui entre dans le box, tout habillée de noir. On commence par évoquer sa personnalité, son enfance, son adolescence, son mariage et sa vie de couple. On veut savoir qui elle est. Un témoin vient dire qu'elle est la fille d'un alcoolique. Ça ne plaît pas du tout à Marguerite. Enfin, c'est un tissu de mensonge. Mon père n'a jamais été un ivrogne. On lui a nui parce qu'il avait épousé une femme sans dot, qui était la fille d'un aubergiste et qui n'avait que 16 ans. On fait aussi venir ses maîtresses d'école, dont la première, celle de ses 5 ans. C'est une enfant qui était attrayante, oui. Je dirais caressante. Mais elle était terriblement menteuse. On voit aussi passer ses 2 beaux-frères, les frères de feu son époux. Ils ne l'aiment pas, et ça se voit trop. Leur détestation ruine leur témoignage. Et au final, c'est elle qui marque des points. Et puis on en vient au fait, à ses multiples revirements. Elle a commencé par accuser 3 barbus en noir et une femme rousse, et puis son valet Rémy, et puis le fils de la cuisinière. Oh, mais ce sont les journalistes. Ils me harcelaient. Ils me poussaient à la faute. Ils voulaient que je dénonce des gens. Moi, j'en ai dénoncé. Il leur fallait des noms pour nourrir leur article du lendemain. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, je veux qu'on ne retienne que ma première version. C'est la seule qui soit vraie. Autrement dit, celle qui accusait 3 barbus en noir
et une rouquine. Une rouquine avec une bouche d'égout. C'est ce qu'elle a dit. À un moment, on lui reproche d'avoir fait perdre beaucoup de temps à la police avec tous ces revirements. Du temps et donc de l'argent. Ce qui lui vaut une délicieuse passe d'armes avec le président. Mais c'est votre faute. Avec une autre femme que moi, vous n'auriez pas fait dépenser à la France 23 000 francs. Une autre femme, madame, n'aurait pas accumulé les mensonges. J'ai menti pour protéger ma vie de femme. Et pour ma fille. Et votre valet de chambre, Rémi, il a tout de même fait de la prison. Oh, vous savez, des tas de jeunes femmes sont en prison depuis un mois à Saint-Lazare. Pour un vol de poule. Elle a réponse à tout, Marguerite, devant la cour d'assises. À un moment, le président lui dresse la liste de ses déclarations contradictoires. Et elle de répondre « Si j'ai varié, c'est que j'étais de bonne foi. Coupable, j'aurais appris plus soigneusement ma leçon. » Il y a un point qui n'est pas clair depuis le début. Les trois barbus et la rouquine l'auraient épargnée parce qu'il l'aurait prise pour sa fille. On ne tue pas les mômes. Le président s'en étonne. Enfin, à 38 ans, madame, comment ont-ils pu vous prendre pour votre fille? Ah mais c'est que c'est très fréquent. Contentez-vous de cette réponse. Le jour du meurtre, madame, dehors il pleuvait. Pourquoi n'a-t-on trouvé aucune trace de boue chez vous? Mais comment voulez-vous que je le sache? Enfin, j'étais ligoté sur mon lit. Contentez-vous de cette réponse aussi. Madame, on a retrouvé un roman noir qui décrit un crime commis par trois barbus qui portaient une longue blouse noire. Oh, mais je ne lis pas ce genre de livre. Contentez-vous encore de cette réponse. On débat aussi d'un morceau de coton. On se souvient que sa mère, Madame Japy, est morte étouffée par un gros morceau de coton que l'assassin avait mis dans sa bouche. Or du coton, il y en avait aussi près de Madame Stenel, sur son oreiller. Elle l'aurait craché pour pouvoir appeler son valet. Or le médecin légiste dit qu'il n'a pas trouvé de salive sur le coton qu'on a retrouvé près d'elle. Auquel cas, ce serait une mise en scène. Mais elle a décidément réponse à tout. Et combien avez-vous eu à examiner de morceaux de coton, docteur? Eh bien, plusieurs. Vous avez dû les mélanger, voilà tout. Le même médecin lui donne un sacré coup de main. Il vient dire qu'on ne peut pas affirmer que Madame Japy, la mère, a été assassinée. Elle pourrait très bien être morte d'un arrêt du cœur, ou d'une émotion trop forte. On entend ensuite les derniers témoins. Son premier amant vient à la barre, l'amant de ses 18 ans. Et c'est peu dire qu'il est encore amoureux. Je peux vous dire que Marguerite, l'argent ne l'intéresse pas du tout. La preuve, elle a voulu m'épouser. Et je n'avais pas un sou. Personnellement, je suis convaincu de son innocence. Un ami de la famille vient dire que le mari, artiste peintre, traversait une période de doute concernant la qualité de sa peinture. Heureusement qu'il y avait Marguerite pour lui redonner confiance. Voilà, on est au bout des témoignages. 150 témoins ont défilé. Et au final, elle s'en sort bien. La seule qui aurait pu la charger est sa cuisinière. Elle aurait pu se venger qu'elle ait accusé son fils. Mais non, elle n'a rien dit, ni en mal, ni en bien. Dehors, devant le palais de justice, il y a une foule d'au moins 400 personnes. Ils réclament sa tête et ils se frottent parfois aux forces de l'ordre.
c'est que le verdict approche. Voici venue l'heure du réquisitoire. L'avocat général Trouariol, qui pourtant a fréquenté les salons de Madame Stenel, reprend toute l'affaire et appuie là où ça fait mal. L'âme de l'accusé est complexe. Il y a un abîme entre ce que la main trace et ce que le cœur pense. Le malheureux Stenel était de trop. Voilà le mobile. Tout porte à croire à la mise en scène. Marguerite s'est ligotée elle-même. Son costume de deuil et son crêpe noire sont une mise en scène. Puis vient la plaidoirie de Maître Aubin, l'avocat de Marguerite. Longue, très longue, beaucoup trop longue, 7h30. Mais avec de bons arguments. Madame Stenel n'avait aucune raison de se débarrasser de sa mère et de son mari. Elle n'en tire aucun avantage. Et elle ne les a pas tués pour se marier, puisque son amant dit qu'ils n'en ont jamais parlé. C'est un cambriolage qui a mal tourné, voilà tout. Et les policiers ont bâclé leur enquête. Et je tiens à vous apprendre ceci. Savez-vous que le directeur d'une troupe de théâtre s'est fait voler 3 redingotes noires et que les acteurs de cette troupe, tous étrangers, se sont volatilisés après le crime? Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas cherchés? Hein? Pourquoi? Maître Aubin achève sa plaidoirie devant un public silencieux. Les délibérations durent 2h30. À l'époque, c'est considérable. Et à l'issue, c'est incroyable. Madame Stenel est acquittée. Et dehors, c'est l'émeute. On doit évacuer Marguerite par l'arrière. Et maintenant, elle est libre. Dans la foulée, on lui propose 100 000 francs pour jouer au théâtre son propre rôle dans une pièce inspirée de sa vie. Mais elle refuse. Elle a compris qu'elle doit quitter Paris, qu'ici, on ne croira jamais à son innocence. Alors, elle part s'installer à Londres, sous le nom de Madame de Sérignac. Et elle écrit ses mémoires, qui sont publiés en 1912. Pas tellement pour revenir sur le crime, mais plutôt pour évoquer sa relation avec le président Félix Faure. C'est la pompe funèbre qui écrit ce livre. En 1917, à l'âge de 48 ans, elle se remarie en Angleterre. Et tant qu'à faire, avec un lord, le baron Abinger. Un lord qui était tombé sous le charme pendant le procès. Et ce faisant, elle devient Lady Abinger. Marguerite Stenel a vécu jusqu'à 85 ans. Elle s'est éteinte en 1954, emportant son secret dans sa tombe. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'affaire Marguerite Stenel, célèbre pour avoir été au début du XXe siècle la maîtresse du président de la République Félix Faure, qui est mort alors qu'elle lui faisait une turlute. En 1908, elle a été accusée d'avoir tué son mari et sa mère, et pourtant, elle a été acquittée. Et je débriefe cette histoire avec le juge Gilbert Thill, ancien juge de l'antiterroriste, célèbre juge d'instruction de l'affaire Simone Weber. Vous publiez, Gilbert, aux éditions Robert Laffont, un livre qui s'appelle « Faites entrer l'acquitté » et dans lequel vous traitez, entre autres, de cette histoire. On est d'accord, Gilbert, qu'on sort de cette histoire en se disant qu'elle est coupable.
Oui, c'est l'impression que ça donne. Il faut toujours se méfier en matière judiciaire de porter des jugements hâtifs ou des préjugements sur des dossiers auxquels on n'a pas eu complètement connaissance. Mais il est quand même très très étrange qu'après l'acquittement, le président de la cour d'assises soit venu dire Madame, tout ce que vous m'avez raconté, c'est un tissu de mensonges, c'est un peu incohérent. Si on pense qu'elle a menti sur tout, c'est qu'il y avait donc une raison à ces mensonges. Et cette raison pouvait être la volonté de dissimuler son acte criminel comme auteur ou comme commanditaire des deux crimes. Quelle est la clé, selon vous, de son acquittement? Selon que vous soyez puissant ou misérable? Bon, je n'ai même pas l'impression, enfin il est possible, vous avez rappelé effectivement la fréquentation de ces salons par l'avocat général et par le président de la cour d'assises, ça fait un petit peu désordre et en général on se recuse et le juge d'instruction, le premier juge d'instruction, l'aidé, a dû se déporter car il était soupçonné d'avoir entretenu une relation, je dirais un petit peu intime avec l'accusé, donc tout ça n'a fait qu'ajouter à la confusion et surtout, je pense que la clé de son acquittement, c'est qu'on ne voyait pas clairement, on ne voyait peut-être même pas du tout le mobile de son crime. Alors le mobile, d'après vous, ça serait quoi, si c'est elle? Je ne le sais pas. C'est pour ça que je me garderais bien de trancher définitivement. Elle avait connu une drôle de vie en définitive, puisque après avoir épousé, alors qu'elle avait une vingtaine d'années, 21 ans je crois, son mari, qui était le neveu du peintre maçonnier Adolf Steinheil, qui était un peintre de modeste talent, eh bien rapidement elle a pris des amants, a commencé, enfin en tout cas ça s'est poursuivi avec la relation qu'elle a nouée avec le président Félix Faure dès 1897. Tout le monde y a trouvé son intérêt, puisque ce peintre de modeste talent a vu ses œuvres soudainement monter dans leur prix, qui ne pouvaient pas être justifiées par la seule qualité tout à fait présumée, et c'était une présomption simple qui se combattait par tout moyen. Donc l'Élysée a acheté un certain nombre de ces tableaux, il y en a plein les musées nationaux d'ailleurs, parce que le président Félix Faure, pour conserver sa maîtresse, a multiplié les achats en la matière. Donc on voit quand même que c'est une vie complètement intéressée. Et puis surtout, ce qu'il y a de très très frappant, c'est qu'elle va se mettre, après quelques mois, 5-6 mois après le crime, elle va accuser des personnes dont on établira définitivement qu'ils n'ont pas pu être l'auteur des faits. Quant au valet de chambre Rémi Couillard, qui a trouvé les deux corps... Il s'appelait Couillard. Il s'appelait Couillard, oui. C'était tentant, mais je ne l'ai pas dit, oui. Que pudiquement, vous ne l'aviez pas fait remarquer. Hein, et mais ça n'est pas lui l'assassin. Non, ce n'est pas lui l'assassin, puisque c'est elle qui a mis la perle qui provenait d'un bijou qu'elle avait fait démonter elle-même chez un bijoutier dans son portefeuille. Donc c'est un véritable stratagème pour le faire accuser. De la même façon que le fils de sa cuisinière, heureusement qu'il avait un alibi incontournable, parce qu'autrement tous ces gens-là se seraient retrouvés en prison. Et cette propension, alors que l'enquête était en quelque sorte au point mort, à vouloir la relancer par de fausses accusations, est quand même extrêmement étrange. Nous évoquions le mobile de ce double meurtre. Sa mère, elle hérite de sa mère. Alors je dis qu'elle n'était pas la seule à hériter. Elle a un frère et 2 sœurs. Mais vous, j'ai vu que dans votre livre, vous aviez le montant de l'héritage. 90 000 francs. 90 000 francs, alors je ne peux plus vous dire, j'ai perdu la mémoire avec mon grand âge, si c'était à partager entre les autres héritiers ou pour elle seule, mais enfin c'était une somme importante à l'époque, mais quand même pas considérable, surtout que Madame Steinheil avait une pratique assez courante des amours tarifés, donc elle avait des ressources. Oui, elle avait des amants riches.
C'était Oui, plus simple elle a que de même tuer des personnes. été l'amante du roi du Cambodge à un moment. Oui, Et puis, dès Sissorat. après l'expectase du président Félix Faure, elle est devenue la maîtresse d'Aristide Briand, qui était encore à l'époque un avocat du barreau de Pontoise, avant qu'il ne soit à 21 reprises ministre ou président du Conseil des différents gouvernements de la Troisième République. Qu'est-ce que c'est que l'expectase? Ah ben, c'est comme le cardinal Danielou, car vous savez, il a fallu attendre les années 70 pour que l'État français reconnaisse que le président Félix Faure soit décédé d'une fellation mortelle, en quelque sorte, parce que jusque-là, on disait simplement qu'il avait eu une crise d'apoplexie, sans s'apesantir bien sûr sur les circonstances exactes dans lesquelles il avait connu sa crise. Alors c'est pas une expectase au sens propre du terme, puisqu'il aurait fallu qu'il décède dans le salon bleu de l'Élysée où a eu lieu l'acte funeste. Oui. Mais il est mort Dans son peu lit. de temps après, qui avait permis à Georges Clémenceau, qui était d'une férocité abominable, de dire à propos de Félix Faure, il a dit deux choses. Il a dit il se voulait César, il ne fut que Pompée. Et ensuite, il a dit également que le président Félix Faure, lorsqu'il était entré dans le néant, avait dû se retrouver chez lui. Donc, les querelles politiques et politiciennes de l'époque étaient particulièrement cinglantes. Alors là, on évoque l'histoire donc d'une femme qui est acquittée alors même que tout semblait l'accuser. Et moi, ce qui m'intéresse bien, c'est de savoir si le juge d'instruction qui a renvoyé tant de personnes devant la cour d'assises, et il lui est arrivé de voir acquitter quelqu'un dont il pensait qu'il était coupable. Non, ça ne m'est pas arrivé, moi, personnellement. J'ai dû avoir, sur toute ma carrière, peut-être 2 ou 3 acquittements. D'abord, ce n'étaient pas des femmes, c'était des hommes. Mais c'est la règle du jeu. Si vous voulez, un juge d'instruction, lorsqu'il renvoie un accusé ou des accusés ou une accusée devant la cour d'assises, le minimum qu'on puisse lui demander, c'est de penser qu'effectivement, il pense que c'est bien l'auteur du crime qu'il va faire juger, mais en même temps, il ne statue que sur des charges, c'est-à-dire qu'il estime qu'il est tout à fait vraisemblable que la personne qu'il renvoie devant la cour d'assises soit l'auteur des faits. Ça permet d'effectuer un premier tri. Par contre, la juridiction de jugement, elle est en charge de statuer sur une culpabilité au regard des preuves qui sont rapportées par l'accusation et au regard des éléments de défense apportés par l'avocat de la défense. Mais est-ce qu'il vous est arrivé de renvoyer devant la cour d'assises pour qu'elle tranche d'une certaine manière parmi les doutes que vous aviez? Non, j'ai pas le souvenir de m'être trouvé dans ce genre de situation. Alors ça peut paraître prétentieux en disant il était toujours sûr de lui. C'est pas dans ce sens-là que je le dis. On estime s'il y a des charges suffisantes pour que monsieur un tel ou madame un tel soit l'auteur des faits. Après, c'est à d'autres de juger. Et après, bien évidemment, il faut s'incliner devant la décision de justice qui est rendue. Mais on évoque là le cas de madame Steinheil qui reste quelque part un mystère puisqu'on n'arrive pas à décerner avec précision quel aurait été son mobile, encore que des assassins et des criminels sans mobile, ça existe parfois aussi. Mais il y a dans mon ouvrage des acquittements de personnes qui disent oui, je suis l'auteur du crime, et qui néanmoins ont été acquittés. Ça a été le cas d'Henriette Caillot, qui a assassiné à la mi-mars 1914 le directeur du Figaro dans son bureau, lequel menait une vigoureuse campagne de presse contre son mari, le ministre des Finances, Joseph Caillot. Elle a été acquittée. Oui, mais là, de la même façon. C'est pour des raisons, j'ai envie de dire, politiques et de connivence avec le système judiciaire. Oui, puisqu'on s'est aperçu notamment que un certain nombre de magistrats qui avaient à connaître de cette affaire étaient des habitués de la table ministérielle. Mais Raoul Villain, l'assassin de Jean Jaurès, il dit pas « je n'ai pas tué Jean Jaurès », il dit « j'ai tué un traître à la France ». Et en 1919, c'est un jury populaire, à l'époque le jury populaire délibère seul, sans l'appui des magistrats, sur la culpabilité, qui va l'acquitter. Germaine Berton, alors de l'autre côté, qui est une anarchiste en 1923, qui va choisir une victime de substitution car elle pense que, à juste titre d'ailleurs,
que les responsables moraux de l'assassinat de Jean Jaurès sont Charles Maurras et Léon Daudet, les deux têtes de pont de l'Action française, donc de l'extrême droite nationaliste de l'époque. Elle va assassiner Marius Plateau puisqu'elle ne peut pas approcher les deux autres qui prennent trop de précautions. Elle le descend. Elle va d'ailleurs revendiquer son crime sans aucune nuance. Elle rêve de devenir une martyre et à la stupéfaction générale et à sa grande peine, elle est acquittée, c'est-à-dire qu'on lui octroie pas des circonstances atténuantes. La décision de justice veut dire non, madame, vous n'avez pas tué Marius Plateau. Non, monsieur, vous n'avez pas tué Jean Jaurès. Non, madame, vous n'avez pas tué Gaston Calmette dans son bureau. Dites-moi, Gilbert Hill, je vous ai pris en flagrant délit de mensonge. Vous m'avez dit qu'aucune femme dans votre carrière n'avait été acquittée alors que vous l'aviez renvoyée devant la cour d'assises. Dites-moi si je me trompe. Simone Weber, vous l'envoyez devant la cour d'assises. Non, mais attendez, pour oui, deux bien meurtres, sûr. celui de son amant Bernard Etier et celui de Marcel Fixard, son faux mari. Et elle est acquittée du meurtre de Marcel Fixard. Oui, non, mais bien sûr, mais elle a été condamnée pour le crime de sang sur la personne de Bernard Etier, là. Mais pas pour Fixard. Être avocat pour manier à ce point la mauvaise foi, Christophe Ondelat. Ce n'est pas possible. Je vous ai dit que pour moi, un acquittement, c'est quelqu'un qui est blanchi de tout. Alors effectivement, je vous donne acte que pour Marcel Fixard, le faux mari de Simone Weber... je dis faux mari parce qu'elle l'avait épousé en allant avec un autre homme devant monsieur... Avec un figurant, oui. C'est un faux criminel. Et puis en plus de ça, elle avait acheté sa maison avec un autre figurant. Elle avait acheté de la digitaline 15 jours avant le décès de Marcel Fixard. Mais elle a été acquittée pour Fixard, vous vous êtes trompé. Elle a été acquittée pour Marcel Fixard. C'est exactement ce que je vous disais, entre les charges, fausse acquisition notariée de la maison, faux mariage, acquisition avec des ordonnances falsifiées de digitaline et à la fin faux testament, on se dit, elle a dû très certainement le tuer. Alors, on n'a pas retrouvé des quantités significatives de digitaline à l'occasion de l'exhumation. Eh bien, entre les charges qui pouvaient laisser à penser que Simone Weber était l'auteur de l'empoisonnement de Marcel Fixard et la cour d'assises qui a dit mais on n'a pas la preuve toxicologique de l'introduction, voilà, c'est comme ça que fonctionne le système. Mais je n'essayais pas de dissimuler si peu que ce soit. Je vous conseille donc, Christophe Ondelat, une nouvelle fois, de vous inscrire de toute urgence au barreau de Paris pour manier avec l'aisance qui vous caractérise les éléments que vous extrayez soigneusement de la bouche de votre interlocuteur. Maître Ondelat vous salue, Gilbert Hill, et rappelle le titre de votre livre qui paraît aux éditions Robert Laffont, « Faites entrer l'acquitté », signé donc Gilbert Hill, et ça s'écrit T-H-I-E-L. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.